7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et bien sûr, aujourd'hui, vous avez déniché des archives sur Michel Barnier. Et oui, ça y est, le travail commence pour le Premier ministre, désormais chargé de plusieurs missions quasi impossibles, tout en donnant des gages et en réalisant un numéro d'équilibriste pour satisfaire les deux camps politiques qui le cernent et le surveillent, comme l'a affirmé Jordan Bardella la semaine dernière. Alors même si beaucoup d'éditorialistes se réjouissent de sa nomination, il faut tout de même garder en tête que le pouvoir, le vrai, ne loge plus au palais de l'Élysée ou à l'hôtel de Matignon, mais bien ailleurs, comme le rappelle André Berkoff. Une révélation à vous faire à Sud Radio, en exclusivité, vraiment exclusivité, je dirais presque, en tout cas nationale mais mondiale, nous connaissons le nom du Premier ministre, le nouveau Premier ministre de la France. Nous le connaissons. C'est une femme. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me racontez ? Mais oui, c'est elle la patronne, c'est elle la véritable patronne, personne ne vous le dira. Mais on n'a pas besoin de Premier ministre, enfin mon cher Président de la République. Vous avez déjà Ursula von der Leyen qui vous donne les instructions, qui vous dit ce qu'il faut faire. Elle est là, elle vient d'être élue, ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Et pour revenir à Michel Barnier, c'est un profil que l'on a maintenant l'habitude de voir à la tête de nos institutions, pro-OTAN, pro-États-Unis et surtout pro-Union européenne. Retour en 2022 où Michel Barnier s'était écharpé avec Jordan Bardella, qu'il considérait comme un nationaliste. Je ne vais pas passer trop de temps à polémiquer avec M. Bardella, c'est un nationaliste. Comme Mme Le Pen, comme M. Zemmour. Moi, je suis un patriote. Et je suis un patriote européen, comme l'a d'ailleurs dit Valérie Pécresse. Nous sommes patriotes européens. Voilà la différence, je crois, assez irréconciliable avec M. Bardella. Et d'ailleurs, Éric Zemmour avait répondu à cette charge du Premier ministre, tout en pointant une certaine hypocrisie idéologique. Patriote européen, c'est comme, ça c'est le concept oxymorique. Vous savez, un oxymore, la contradiction entre deux termes, c'est comme le concept de souveraineté européenne de M. Macron. C'est la même chose. Michel Barnier, il a dit qu'il préférait l'indépendance. Oui, bien sûr, mais vous savez, ces gens-là sont les mêmes. M. Barnier a été commissaire européen, je le connais bien. Il a la même idéologie que M. Macron et que Mme Pécresse. Tout ça, ce sont les mêmes. Il a dit sur ce plateau qu'Emmanuel Macron n'avait pas tiré les leçons du Brexit et qu'il fallait changer l'Europe pour tenir compte de cet échec. Le coût du changement de l'Europe par les européistes, ça fait 30 ans qu'ils nous le font. Monsieur Barnier est dans la continuité du numéro, vous savez, depuis Jacques Delors dans les années 80. Il faut changer l'Europe. Non, il faut changer l'Europe, oui, mais pas par eux. Et une autre personnalité de droite s'est positionnée contre la nomination de Michel Barnier, Nicolas Dupont-Aignan, qui a dénoncé la soumission totale du Premier ministre aux institutions européennes. C'est un honnête homme, mais qui mènera la même politique détestable, parce qu'il incarne pour moi la soumission totale à l'Union européenne, à cette politique mortifère depuis 30 ans. Et j'aimerais dire aux Français aujourd'hui, il va peut-être y arriver, c'est peut-être bien, mais c'est faux. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Les Français ont voté non au référendum de 2005. Aux européennes, ils ont désavoué la politique menée depuis 30 ans. Aux législatives, les 2/3 des Français, et les filles RN, ont dit non à cette politique macroniste. Et on ressort du chapeau un homme qui, même s'il est respectable, a soutenu tous les mauvais choix depuis 30 ans qui ont abouti à la décomposition française. C'est habile, c'est un homme respectable, ça tiendra peut-être 6 mois, mais moi ça me fait mal à la France. C'est encore Emmanuel Macron qui est aux manettes. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui est aux manettes, c'est Madame von der Leyen. Et puis sur d'autres points, il y a certaines choses qui ne passent pas. Il y a maintenant 4 ans, nous vivions une pandémie mondiale qui s'est accompagnée d'une tyrannie sanitaire démesurée et répressive contre tous ceux qui refusaient de s'y plier. Et depuis, toutes les victimes de cette folie covidiste scrutent les archives des personnalités politiques de premier plan pour révéler leur positionnement de l'époque et surtout pour ne pas oublier. Et je pense qu'ils ont bien raison. J'ai dit que j'étais favorable à une vaccination généralisée parce qu'on sait bien que pour sortir de cette crise économique, sociale, humaine, morale, beaucoup de solitude avec le Covid, il faut être vacciné. Et enfin, pour terminer sur le profil politique de Michel Barnier, la vidéaste Tatiana Ventose a tenu à rappeler ses faits d'armes en tant que commissaire européen, des informations soigneusement dissimulées par les grands médias. Parlons une seconde de notre nouveau Premier ministre Michel Barnier, puisque personne n'a l'air de rappeler ses exploits, et notamment quand même le plus important qui vient consacrer le grand engagement de sa carrière, la construction européenne. C'est lui qui a écrit la Constitution européenne, que
les Français ont rejeté à 55% en 2005, que Sarkozy nous a imposé derrière, et qui implique l'abandon de la souveraineté de la France, l'abandon du contrôle sur nos frontières, l'abandon du contrôle sur notre économie nationale, et l'obligation de nous soumettre aux velléités des chefs non élus de la Commission européenne. C'est Michel Barnier qui a écrit ce truc. C'est pas de savoir s'il va changer de logiciel, c'est lui qui a codé le logiciel. C'est Michel Barnier, notre Premier ministre, qui a été l'architecte de cette construction européenne qui incarne le système mondialisé, financiarisé, cette espèce de mondialisation en miniature. Tout ça, c'est le Premier ministre actuel qui l'a fabriqué. Et puis en attendant la mise en place d'une politique crédible, le Premier ministre devra surtout gérer le mur de la dette. Et oui, ça commence aussi à devenir une habitude pour beaucoup d'économistes d'alerter en vain sur cette dette qui risque de plonger la France dans l'inconnu et sans qu'aucune décision majeure ne soit prise, comme ici avec Martoiti. C'est ça qui est dramatique, c'est quand on dit la vérité, quand on dit la réalité, vous êtes complotiste, etc. Là, on voit qu'effectivement, les chiffres sont là. Et juste pour terminer sur la dette, parce que c'est quand même très important, vous rendez-vous compte qu'on a augmenté cette dette publique depuis 2020, donc de 780 milliards, parce que justement, le corona, il avait bon dos. Effectivement, déjà, à l'époque, ça a beaucoup augmenté, mais on a continué ensuite, bien sûr. Eh bien, on me dit la dette, ça coûte rien, donc c'est pas grave. C'est complètement faux, parce que les taux d'intérêt, justement, ont augmenté. Et aujourd'hui, nous payons chaque année 54 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette. À partir de l'année prochaine, l'année d'après, ça sera 75 milliards. Vous vous rendez compte ? On va dépasser le budget de l'année présidentielle, on remboursera 76 milliards. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson, a fait part de sa colère après la gestion calamiteuse de nos finances publiques depuis 7 ans. Et autant dire que le bilan est très inquiétant. La direction générale du Trésor chiffre à près de 57 milliards d'euros. Dès 2025, l'effet de l'absence de mise en œuvre effective des mesures d'économie annoncées dans le programme de stabilité en avril. Imaginez-vous ce montant colossal, c'est à titre de comparaison l'équivalent de tout le budget de la défense de la France. Comme nous le disons depuis des mois, seul un projet de loi de finances rectificative aurait permis de commencer à redresser les comptes publics. Le gouvernement a fait le choix assumé de ne pas en présenter et donc de laisser se dégrader les comptes publics. De cette conjonction de recettes plus faible qu'attendue et d'une dépense qui dérive dangereusement, il résulte une dégradation historique encore une fois, des comptes de la nation. Et le sénateur poursuit en pointant directement la responsabilité d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Autant vous le dire, c'est inacceptable. Et c'est peut-être et sûrement insupportable pour notre pays. Je n'hésite donc pas à qualifier la politique budgétaire du gouvernement de catastrophique. La situation financière catastrophique de notre pays est de la responsabilité exclusive de l'exécutif, je dirais du gouvernement, des gouvernements successifs sortants. Petite précision, depuis 2017, 2 personnes sont en responsabilité constante, le président de la République élu et réélu au suffrage universel et le ministre de l'économie et des finances. Et évidemment, après ce bilan catastrophique, les chroniques s'accumulent à la télé ou à la radio pour nous avertir de la crise qui nous attend, comme François Langlais sur RTL. On est un peu paumé, vous le disiez, sur ces milliards, ces centaines de milliards, ces pourcentages. Qu'est-ce qu'on risque ? Écoutez, jusque-là, c'est vrai qu'on est protégé par l'euro qui dilue ce risque. Vous savez, c'est comme une coopérative. Bon, il y a un des membres qui faiblit, qui peut pas faire face à ses engagements ou qui, en tout cas, est menacé. Tout le monde pense que les autres vont se porter garant pour lui. C'est pour ça que ça tient aujourd'hui. Bon, c'est pas si grave si je vous écoute. Quand même, le niveau de l'eau monte et de tous côtés. On va emprunter 300 milliards cette année, record absolu de l'histoire de France et de la zone euro. Les agences de notation, on en a parlé à ce micro, on multiplie les avertissements. Bruxelles nous a mis dans une procédure de déficit excessif. Le FMI, il y a quelques jours, s'inquiète de la situation des finances publiques françaises. Pas seulement françaises, mais françaises aussi. Les taux d'intérêt montent un peu. On est quand même, en plus, dans une situation politique quelque peu tendue. Tous les ingrédients d'une crise financière sont réunis. Ou encore Tom Benoît, qui, sur notre antenne, la semaine dernière, a pointé un autre rapport sidérant du Sénat qui dénonçait un maquillage des comptes publics de la part de notre ministre de l'économie. Moi, j'ai interviewé Bruno Le Maire sur TV5 Monde il y a plusieurs mois, et à ce moment-là, le Sénat avait
Et je crois que c'est le Sénat, une fois de plus, la commission des finances du Sénat qui se révolte, qui montre un peu plus de résistance, avait rendu un rapport en disant Bruno Le Maire a maquillé les comptes publics et a fait de la rétention d'informations. C'était la vérité. Je suis pas arrivé sur le plateau en me disant je vais me faire Bruno Le Maire. Je lui ai dit Monsieur Le Maire, pourquoi est-ce que vous avez violé la loi organique et que vous n'avez pas remis cette information de la Direction Générale du Trésor qui aurait été fort utile à ce moment-là. La réponse de Bruno Le Maire à mon endroit, c'est pas personnel, ce que je vous dis, ça a été de me dire Monsieur Trésotin, vous vous faites le perroquet du Sénat. Je me fais pas le perroquet du Sénat, je suis journaliste et je fais référence à un rapport du Sénat qui s'avère quelques mois plus tard tout à fait exact, effectivement, par rapport à la rétention de Bruno Le Maire et au maquillage de ses comptes publics. Et pour comprendre quels types de dépenses sont suffisamment excessifs pour nous empêcher de réduire cette dette abyssale, un journaliste a listé les domaines qu'il faudrait réformer en profondeur, mais on se rend compte assez rapidement que ces fameuses réformes ne risquent pas de voir le jour. Il y a 3 dépenses publiques, il y a la dépense de l'État, les collectivités et la protection sociale. Et en réalité, les dépenses de l'État, en pourcentage du PIB, sont à peu près stables depuis 50 ans. Il y a 2 types de dépenses qui explosent. Il y a les collectivités territoriales. Bruno Le Maire les accuse quasiment intégralement. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il suffit d'ouvrir un rapport de Chambre régionale de la Cour des comptes pour voir qu'il y a, au-delà des problèmes de baisse de lotation, il y a parfois du gaspillage, il y a 5 strates, c'est peut-être pas nécessaire. Mais la 3e dépense, c'est le plus grand tabou de la politique française, c'est la protection sociale et c'est notamment le niveau des retraites. Vous n'entendrez jamais un responsable politique en parler parce que c'est suicidaire électoralement. Ah oui, de dire on donne trop d'argent aux retraités ? C'est suicidaire. Alors moi, je vous le dis, c'est très impopulaire, mais en vérité, c'est, selon moi, la réalité économique. La France, c'est un des seuls pays au monde où les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs. Et la France consacre plus d'argent que quasiment tous les pays du monde, sauf l'Italie et la Grèce, à ses retraites. Donc vous plaidez pour la retraite à 65 ans ? Non. Moi, si vous me demandiez, je plafonnerais par exemple le montant des retraites qu'on verse, ou tout simplement... c'est la misère, là. Non, pas du tout, au contraire. Les retraités les plus aisés, je plafonnerai le montant, ou alors je ferai ce que le gouvernement ne fait pas, j'arrêterai d'indexer les retraites sur l'inflation. Donc là, on dépense beaucoup pour la retraite et on dépense beaucoup pour la santé, disiez-vous également. Tout à fait. Et ce sont des tabous, parce qu'évidemment, on ne va pas dire... On va baisser les retraites, c'est un consensus. Vous parlez à n'importe quel économiste, ils sont tous d'accord. C'est 1 euro d'argent public sur 2, la santé et les retraites. Et il suffirait par exemple d'arrêter d'indexer les retraites sur l'inflation pour économiser les fameux 16 milliards dont Bruno Le Maire parle. C'est pas comme ça qu'on reste au pouvoir. Non, par contre c'est comme ça qu'on réduit la dette par exemple. Et voilà, donc en attendant que ce mur de la dette nous tourne sur la tête, nous regarderons attentivement la constitution du prochain gouvernement et le discours de politique générale censé répondre à une crise qui n'a même pas encore commencé. Merci Louis Gaudière, très fourni votre chronique ce matin. Merci beaucoup.